Et pour commencer cette édition de Smart Bourse, nous avons le plaisir de retrouver Frédéric Ducrozet qui est en duplex avec nous. Bonjour Frédéric Ducrozet. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. On va essayer de comprendre un petit peu l'environnement macroéconomique dans lequel évoluent les marchés actuellement avec cette actualité, cette publication des minutes du FOMC attendue depuis le début de la semaine. Elles ont été publiées hier soir. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir si elles ne sont pas finalement un peu datées, puisqu'on y a découvert un rapport de force, bien sûr, mais une volonté d'être plutôt accommodant sur la hausse de taux de la dernière réunion de politique monétaire. Comment est-ce que vous lisez ces minutes, Frédéric Ducrozet ? Effectivement, ces minutes sont toujours une image dans le rétroviseur, à la fois de l'économie au jour où la Fed prend ses décisions, et puis de ses décisions elles-mêmes, des débats, du consensus qui s'est forgé. Alors, il n'y a pas d'énormes surprises, vous l'avez dit, on savait que quelques membres avaient été en faveur d'une hausse de taux un peu plus importante de 50 points de base. On sait qui c'est, Bullard, Meister. Ceci dit, c'est plus que deux, donc il y en a peut-être d'autres aussi au-delà de ces deux faucons bien connus et bien identifiés. Et je crois que ce qui dérange quelque part un peu plus le marché, ce qui apporte de l'incertitude aujourd'hui, c'est que ces minutes étaient déjà quand même un peu encore inquiètes de la dynamique de l'inflation, de la résilience surtout du marché du travail, comme vous l'avez dit, au moment où les données étaient bien moins robustes qu'aujourd'hui. On avait eu décembre, janvier, des chiffres qui étaient quand même dans l'ensemble plus faibles sur les ventes de détail, sur la production industrielle ou l'ISM. Et depuis, on a plutôt des meilleurs signes, plus encourageants, peut-être même de rebond de l'économie à très court terme. Donc, si on transpose ces débats, ces minutes, à la situation actuelle avec les données qu'on a aujourd'hui, eh bien, elles ajoutent un petit peu à ce malaise, entre guillemets, des marchés sur l'ampleur des hausses de taux qui restent à délivrer par la Fed, et puis surtout la durée qu'on va devoir, entre guillemets, subir de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps. Donc finalement, la lecture de ces minutes, même si effectivement, avec toutes les statistiques qu'on a pu découvrir depuis, sont un petit peu datées, viennent alimenter l'inquiétude potentiellement d'une Fed qui aurait les coups des franches pour procéder à de nouvelles hausses de taux, ou en tout cas avec des discours peut-être un peu plus au quiche de plus de gouverneurs de la Fed aujourd'hui. Absolument, mais je pense qu'on est dans une nouvelle phase aujourd'hui. On a eu ce repricing, donc peut-être cet ajustement des anticipations de marché qui nous semblait de notre côté excessive en termes de baisse de taux attendue déjà de la Fed dès cette année. Ça me semblait prématuré, c'est moins le cas aujourd'hui dans le marché. C'est une phase qui finalement n'a pas permis, en tout cas n'a pas empêché un rebond des marchés dans l'ensemble aux États-Unis ou en Europe. Maintenant, on sent qu'à la marge, tout ce qui va être ajouté en termes de resserrement des conditions financières, on a déjà un resserrement très important depuis le début février où on a eu cette réunion de la Fed, puis surtout dès la même semaine, un rapport sur l'emploi très très fort aux États-Unis. On a un resserrement et on sent qu'au-delà, tout resserrement additionnel en termes de hausse de taux, d'écartement de spread de crédit ou autre, eh ben, peut être un peu plus embêtant à digérer là aussi, notamment pour le marché obligataire. Mais alors justement, la question, Frédéric Ducrozet, c'est est-ce que c'est un resserrement supplémentaire qui serait difficile à digérer pour le marché, ou alors la continuation avec un plateau peut-être des taux actuels de la Fed pour l'année 2023, là où le marché semblait pricer il y a encore quelques semaines une baisse des taux à venir dès 2023 ? Absolument. Nous, on penche plutôt pour ce scénario de higher for longer depuis quelques mois maintenant. L'idée que la Fed, d'abord, la grande leçon de 2022, c'est un ajustement bien sûr très rapide des taux d'intérêt, le plus rapide en réalité dans l'histoire, sur 6 mois. Mais c'est surtout cette grande leçon de ne pas répéter les erreurs de politique économique des années 70. Et donc de ne surtout pas permettre un enclenchement d'une boucle entre les prix et les salaires, la raison pour laquelle la Fed est si focalisée sur le marché du travail et notamment la dynamique des salaires. Et si on a ça en tête, c'est effectivement l'idée, non pas de surajuster la politique monétaire ou d'aller trop loin ou de resserrer de trop ce réglage monétaire, mais plutôt une fois arrivé à un niveau qui est jugé raisonnable, en territoire clairement restrictif, au-delà de 5%, eh bien de rester là le temps qu'il faudra jusqu'à ce que la Fed soit réellement convaincue que cette dynamique de l'inflation sous-jacente, surtout la vraie inflation générée notamment dans le secteur des services aux États-Unis,
est sur la bonne voie pour retourner vers un niveau compatible avec 2% d'inflation à moyen terme. Et c'est ça vraiment qui, à mon avis, est en train d'être digéré par le marché, qui n'est pas nécessairement une catastrophe. On ne va pas aller, je pense, à 6% sur les taux de la Fed, mais à 5, 5,25, pourquoi pas 5,5. C'est encore une fois une réalité pour le monde obligataire, pour les entreprises en général, pour le marché immobilier également, qu'il faut intégrer complètement. Alors, on le sait, et ça nous a encore été rappelé dans les minutes de la Fed publiées hier, l'inflation reste le facteur clé aujourd'hui pour les futures décisions de politique monétaire de la Fed. Est-ce que la publication de l'indice PCE demain peut amener des discours un peu plus au quiche, selon vous, Frédéric Ducrozet ? Oui, et puis encore une fois, dans cette psychologie de marché qui a changé, là où Powell nous parlait d'un processus de désinflation qui était enclenché début février, les marchés y ont vu le signe quelque part d'une Fed plutôt détachée, en tout cas plus confiante sur sa capacité à atteindre sa cible. Aujourd'hui, quelque part, chaque petit pourcentage en plus sur cette dynamique d'inflation à la hausse, de nouvelles surprises potentiellement. On parle par exemple, côté des biens plutôt, du prix des voitures d'occasion qui recommence à rebondir un petit peu, qui a un poids plus important dans l'indice. Et puis on parle surtout, je l'évoquais à l'instant, de cette vraie inflation générée domestiquement dans le secteur des services, dans tous les secteurs qui sont intensifs en salaire, notamment en main-d'œuvre. Et bien là, le PCE, la mesure préférée de la Fed, le Core PCE en particulier, risque d'être plus élevé que l'indice des prix à la consommation qu'on a déjà eu pour le mois de janvier. Et toute petite surprise, je le répète là-dessus, est peut-être de nature à déstabiliser un peu plus le marché obligataire. Ça, c'est pour l'économie américaine, Frédéric Ducrozet. Si on regarde maintenant ce qui se passe sur le sol européen, on a découvert un certain nombre de publications qui témoignent de la robustesse de l'économie européenne en ce début d'année également, ou en tout cas en zone euro. On a eu les indices PMI qui montrent notamment que l'activité est portée par le secteur des services. On a eu les indices IFO également plutôt optimistes pour ce début d'année. On a pu découvrir ce matin également une révision à la hausse du taux de l'inflation pour le mois de janvier qui passe de 5,2 à 5,3% en zone euro. Là aussi, finalement, on a l'impression que ça laisse les coups des franches à la BCE pour accentuer ces hausses de taux dans un contexte où l'inflation ne ralentit pas suffisamment et où l'économie reste suffisamment robuste. Clairement, d'autant plus que la BCE est en retard, entre guillemets, sur la Fed et sur son cycle de hausse de taux. On peut débattre du rythme. Je pense que 50 points de base de hausse de taux sont quasiment gravés dans le marbre pour le mois de mars. Et puis au-delà, un consensus semble se forger à la BCE sur un ralentissement du rythme à des hausses de taux plus normales, entre guillemets, de 25 points de base. Mais le risque, c'est qu'elle dure plus longtemps. Et encore une fois, là, l'image et la performance remarquable de la zone euro, c'est que un modèle économique classique vous aurait prédit une récession de 3, 4 ou 5% dans des pays comme l'Allemagne ou l'Italie cette année. Or, on risque d'être proche de zéro. Alors en Allemagne en particulier ou dans l'industrie d'une manière générale, on est probablement déjà en récession. Mais ça va bien moins mal que tout ce qu'on pouvait craindre il y a encore quelques mois. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Aller moins mal, ça ne veut pas le dire aller bien. On est toujours dans une situation fragile. Le consommateur européen est probablement plus fragile également que le consommateur américain. Le marché du travail est toujours solide, mais le choc qu'on a tous connu dans nos vies sur notre pouvoir d'achat, il est d'une ampleur probablement plus importante au Royaume-Uni, en zone euro continentale, qu'aux États-Unis, et ça risque quand même de peser sur nos dépenses de consommation, d'investissement des entreprises dans les mois et trimestres à venir. Il ne faut pas s'emballer, la reprise risque d'être molle en zone euro, mais d'avoir échappé au pire, c'est d'ores et déjà une très bonne nouvelle. Et effectivement, ça permet à la BCE d'aller quelque part au niveau où elle voulait aller pour être certaine, elle aussi, de réduire le risque d'inflation. Mais alors justement, parce que c'est vrai que l'idée d'une récession, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, mais là on est plus sur le sol européen, a été alimentée quand même sur tous les derniers mois. Frédéric Ducrozet, là on peut se dire que finalement, à la lumière des chiffres que l'on voit actuellement en ce qui concerne l'économie de la zone euro, on a évité le pire, comme vous nous le dites ? On a évité le pire. Rarement dans l'histoire de l'économie européenne, on a eu autant de divergences. Donc quand on parle d'un agrégat, d'une moyenne européenne, entre un secteur des services en France qui va toujours très bien et une industrie italienne ou allemande, notamment dans des secteurs comme la chimie ou même l'automobile, qui sont toujours en ajustement très sévère, il y a évidemment des grands écarts. Mais, et puis bien sûr, la grande question du développement du conflit, de la guerre en Ukraine et des conséquences pour les prix des matières premières n'est pas complètement réglée. On a passé là aussi l'hiver et évité le pire en termes de pénurie. Ça ne veut pas dire que
l'hiver prochain sera de tout repos non plus. Donc je pense que la BCE doit naviguer entre ces forces contraires, se féliciter clairement d'une bonne résistance de l'économie. C'est probablement la première fois en plusieurs trimestres que les économistes de la BCE vont revoir à la hausse leurs prévisions de croissance au mois de mars, peut-être à la baisse également en termes d'inflation, en tout cas totale. Et donc c'est une bonne nouvelle, très clairement. Maintenant, la grande question pour l'Europe, si on se projette au-delà des quelques mois, c'est comme toujours, j'allais dire, de faire les bons choix en matière de vraies réformes, de structure et également de règles budgétaires. On est dans le dur aujourd'hui, on en parle un peu moins, notamment en France, de ces grands débats entre l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et les autres pays pour atteindre quelque part des règles de politique budgétaire qui soient à la fois efficaces, justes et acceptables. Et on est, je pense, encore très loin du compte. Donc ça, c'est le grand sujet. Si l'Europe réussit ce tournant, une réponse à l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, pour soutenir son industrie, pour assurer la transition énergétique et soutenir son économie, et en plus le faire de manière intelligente, avec des règles budgétaires qui fonctionnent enfin, puisqu'elles n'ont jamais fonctionné, soyons honnêtes, en plus de 20 ans, là, pour le coup, on parle des perspectives en Europe qui pourraient vraiment s'améliorer pour 2024 et au-delà. Un mot encore, Frédéric Ducrozet, cette fois-ci à présent des marchés actions. Alors on voit des marchés américains qui affichent un recul assez prononcé depuis mi-février. Sur les marchés européens, on y voyait une surperformance jusqu'en fin de semaine dernière, notamment avec un CAC 40 qui a touché un nouveau plus haut. On entre aujourd'hui dans une phase de consolidation. Est-ce qu'on peut élargir cette idée peut-être d'une phase de consolidation sur les marchés actions aujourd'hui ? La grande question au point de vue fondamental sur les bénéfices des entreprises, c'est de savoir si on va vers un atterrissage en douceur, pas de récession, ou au contraire qu'on a simplement décalé une récession qui pourrait même être plus sévère en 2024. Ça, c'est la grande question binaire qui donne des résultats très différents sur les marchés actions. On note par exemple que les écarts des prévisions des analystes sur les marchés actions entre le plus pessimiste et le plus optimiste, cet écart est le plus important depuis la grande crise financière de 2008. On n'a jamais eu autant d'incertitudes sur les perspectives économiques. En revanche, à court terme, je pense que se dessine effectivement cette phase de consolidation, tout simplement parce que la première partie de l'année, janvier, début février, était liée a été alimenté ce rallye par des facteurs plus techniques et que tout le monde était plutôt pessimiste, le positionnement sur les marchés actions était très négatif. Tout ça a permis au marché de se reprendre de manière plus technique que fondamentale. Donc à court terme, on peut imaginer qu'effectivement là on est un peu peut-être pas l'alignement des mauvaises étoiles, il ne faut pas exagérer, mais quand même beaucoup d'obstacles à franchir pour à nouveau avoir une progression forte sur les marchés actions. L'Europe se comporte moins mal là aussi que les États-Unis, notamment avec une orientation croissance et technologie moins importante aux États-Unis. Puis d'une manière générale, la sensibilité au taux d'intérêt sur ces segments de marché est moins importante. Mais voilà, pour notre part, on reste plutôt prudent à court terme pour toutes ces raisons et plutôt défensif sur ces marchés actions. Merci beaucoup Frédéric Ducrozet de nous avoir accompagnés donc à la mi-journée dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes responsable de la recherche macro chez Pictet Wealth Management. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse.